je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, en compagnie d'Ève Wagerland. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégée et docteur en lettres, enseignante dans un collège de région parisienne, mère également d'une petite fille. Et c'est justement de maternité dont vous allez nous parler aujourd'hui, à la lumière de votre nouvel ouvrage « L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité », un livre publié aux éditions de l'Artilleur que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre boutique en ligne tvl.fr. Ma première question, Ève Wagerland, comment caractérisez-vous l'effacement des mères que vous dénoncez dans votre livre ? Alors dans le livre, je vais jusqu'à parler d'une forme de nihilisme puisque ce rejet de la maternité qu'on ressent, en tout cas on ressent que la société n'est pas très accueillante désormais pour la maternité, s'inscrit dans un cadre plus vaste. De mépris de la vie en fait à travers une écologie qui considère l'espèce humaine comme une nuisance, à travers une vénération de l'IVG, bientôt l'euthanasie. Donc voilà, c'est un tableau assez négatif pour commencer, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à parler de nihilisme ou de culture de mort comme l'avait fait Jean-Paul II. Ça n'est pas excessif désormais. Oui, vous dites même qu'il s'agit du stade de l'expression aboutie, du nihilisme dans lequel est en train de sombrer la civilisation occidentale. Tout à fait, parce que quand on va jusqu'à souhaiter sa propre extinction, comme le veut encore une fois une certaine écologie, à travers le slogan « Extinction Rébellion », ça dit bien ce que ça dit. Quand on considère voilà, qu'on devrait disparaître sur divers plans, à la fois en tant qu'espèce, mais à la fois en tant que culture occidentale aussi, qui serait perçue essentiellement comme négative, parce que colonisatrice, patriarcale, etc. On en est vraiment venu au bout de la logique de la négation de soi. Vous revenez brillamment sur les origines philosophiques de ce phénomène d'effacement des mères et de dégoût pour la maternité, et notamment sur le rôle joué par Simone de Beauvoir dans cette dynamique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il y a un néo-féminisme aujourd'hui particulièrement virulent et inquiétant qui commence voilà, à inquiéter donc pas mal de gens, et on a tendance à opposer souvent à cela le féminisme des origines qui chez Simone de Beauvoir serait beaucoup plus raisonnable, disons. Et en réalité, quand on lit le IIe siècle, c'est pas tout à fait l'impression qu'on a. Moi, j'ai eu l'impression vraiment que Simone de Beauvoir avait une attitude au contraire assez irrationnelle vis-à-vis de la maternité, probablement due à son expérience personnelle, en fait, qui est négative. Elle le raconte dans ses mémoires. Mais elle n'a jamais été mère. Alors, elle-même n'a jamais voulu être mère, et elle a eu un rapport très compliqué avec sa propre mère. Dans ses mémoires, elle raconte aussi l'expérience très négative faite par sa meilleure amie, qui est surnommée Zaza, et qui a été aussi en fort conflit avec sa mère. Voilà, on a l'impression qu'elle a connu essentiellement une relation conflictuelle. Et de fait, dans toute la partie consacrée à la mère dans son livre, elle envisage essentiellement la maternité sous l'angle de la névrose, de la jalousie. La mère aurait un rapport essentiellement possessif à son enfant. Elle serait fondamentalement frustrée sexuellement parce qu'on parle des femmes d'avant la libération sexuelle. Et donc, elle se rattraperait à travers une forme voilà, de possessivité vis-à-vis de son enfant. C'est toujours peint sous un jour particulièrement négatif. Et par ailleurs, une énorme partie de l'ouvrage est consacrée à l'avortement et à la promotion de l'avortement en dénonçant les avortements clandestins. Simone de Beauvoir recourt au chiffre d'1 million d'avortements clandestins qui étaient utilisés à l'époque par les promoteurs du birth control notamment, et qui est totalement faux puisque quand l'avortement a été légalisé, on n'a jamais eu de tels chiffres. Voilà, il y a vraiment tout est contraire à la maternité dans son livre.
Plus étonnant, Eva Guerland, vous faites remonter le dégoût contemporain pour la maternité aux hérétiques cathares. Oui, alors c'est vrai que c'est le christianisme qui a vraiment fait de la mère et de son enfant des figures absolument sacrées dans notre culture, et il est assez logique que dans notre époque déchristianisée, on rejoigne finalement des moments qui nous rapprochent du paganisme ou effectivement des hérésies. Je pense au paganisme notamment parce que on sait que dans l'Antiquité romaine, on pratiquait en fait l'exposition, c'est-à-dire on se débarrassait, on tuait les enfants surnuméraires, en particulier lorsqu'ils étaient handicapés. Quand on sait aujourd'hui que l'IMG en cas de trisomie est autorisé jusqu'à la fin du 9e mois, voilà, ça donne quand même à réfléchir. Et on a tenté de l'autoriser pour détresse psychosociale avec ce projet de loi dit bioéthique de 2021 de mémoire. C'est ça. Par ailleurs, il faut savoir que l'OMS préconise l'absence totale de limites en termes de délai pour l'avortement. Donc, en fait, in fine, le but ultime des promoteurs de l'avortement est de pouvoir le pratiquer jusqu'au 9e mois, quel que soit le cas. Il faut bien en avoir conscience. Je donne les références dans le livre pour ce qui est des préconisations de l'OMS. Et donc, pour en revenir au Qatar, c'est vrai que je m'amuse dans le livre à faire un parallèle entre l'écoféministe moderne, végane, qui ne veut pas avoir d'enfants parce que c'est mauvais pour la planète, et qui est prise dans un féminisme qui est une sorte de néo-puritanisme avec un dégoût du mal avec un accent, et donc le catharisme qui était catharos, ça veut dire pur, donc il y avait une quête de pureté. Donc les cathares, c'est le XIIIe siècle dans le Languedoc. Oui, c'est ça, voilà. L'hérésie cathare, alors partout ailleurs où elle avait existé, elle a été exterminée très très vite. Elle a proliféré davantage effectivement dans le Languedoc, elle a pu durer plus longtemps, jusqu'au massacre de Béziers et à l'Inquisition. Et les cathares considèrent le monde terrestre, la chair, comme des créations du diable, donc foncièrement mauvais. À ce titre, ils considèrent l'enfantement et le mariage comme des souillures. Alors, dans la vie pratique du quotidien, je me réfère beaucoup au livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur les cathares. Les gens avaient quand même une vie de famille et faisaient des enfants. Mais les purs parmi les cathares, ce qu'on appelle les parfaits, eux ne mangeaient pas de viande, refusaient de faire des enfants, ils rejetaient le mariage. Mais dans tous les cas, leur idéologie considérait le mariage comme une souillure. Et on voit qu'il y a comme ça, à travers les époques, un fil idéologique parallèlement à notre culture chrétienne qui, elle, au contraire, fait de la famille une chose sacrée, la mère et l'enfant aussi, des tendances qu'on va retrouver aussi au XVIIe siècle avec les précieuses, qui sont aussi des sortes de pré-féministes parce qu'elles rejettent le mariage, elles rejettent aussi le fait de faire des enfants, le rôle de la femme dans la famille, etc. Donc voilà, j'ai essayé de retrouver un peu les sources de ce dégoût de la maternité qui n'est pas forcément uniquement relatif à notre époque. N'y a-t-il pas quand même, pour ce qui concerne l'époque contemporaine, une inquiétude aussi légitime de certains couples à l'heure où on parle de la Troisième Guerre mondiale, de l'effondrement climatique, de femmes qui souhaiteraient peut-être avoir des enfants, mais qui, rendues inquiètes par l'actualité, préfèrent suspendre ce projet? Alors, ça se comprend d'un certain point de vue. Je pense qu'on a un climat effectivement qui est assez défavorable. On n'envisage pas l'avenir de manière très positive pour nos enfants. Ensuite, je pense qu'il y a une part d'excuses aussi derrière tout ça, de la part de personnes qui sont quand même de plus en plus individualistes, qui n'ont pas envie de s'encombrer de la charge d'un enfant. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, la peur de la fin du monde, enfin chez des gens qui se disent très écologistes, qui ont peur du réchauffement climatique et qui ne veulent pas donc faire d'enfants à cause de ça, se dédouble par ailleurs d'un refus de se contraindre, d'entraver sa liberté en ayant des enfants. Donc est-ce que l'un ne sert pas d'excuse à l'autre? Puis bon, s'il fallait cesser définitivement de faire des enfants chaque fois qu'on a des inquiétudes sur l'avenir, c'est sûr que ça fait longtemps que l'humanité aurait disparu. Donc ça me paraît limité comme... Alors effectivement, vous rappelez quelques chiffres très importants, dont celui-ci, 30% des femmes
en Europe refusent d'avoir des enfants en âge de procréer, en capacité de procréer. Mais c'est un chiffre qui monte à plus de 50% pour celles qui se déclarent soit très écolo, soit très féministes. N'y a-t-il pas une forme de ruse de l'histoire, un petit peu, avec un problème passager, parce que il y aura cette sélection politico-naturelle, ceux qui ne veulent pas faire d'enfants n'en feront pas, et donc les idéologies qu'ils portent ne seront pas amenées non plus à perdurer. Ah d'accord, alors c'est une manière de voir les choses intéressante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la part de l'idéologie dans tout ça est importante. Ensuite, il ne faut pas nier que, mais c'est le résultat d'une idéologie aussi, mais les conditions actuelles sont vraiment difficiles pour la maternité. C'est compliqué de combiner notamment le travail et la maternité dans le monde actuel. Donc ça, c'est une réalité. Mais la part de l'idéologie est effectivement très grande dans le refus de la maternité. Oui, parce que vous pointez quand même une contradiction dans l'idéologie progressiste et donc son pendant économique qui est le monde moderne, à savoir qu'elle décrit la maternité comme asservissante, et pourtant elle a elle-même cette idéologie-là a elle-même contribué à compliquer la maternité, notamment avec cet idéal de la femme au travail. Tout à fait. C'est le paradoxe en fait du féminisme actuel qui prétend défendre les femmes et qui en fait ne propose jamais des revendications qui pourraient aider réellement les femmes, précisément parce qu'il refuse de les considérer comme des mères potentielles. Donc en fait on voit que notamment dès qu'il est question de politique familiale et nataliste encore plus, des féministes s'indignent. Sandrine Rousseau bondit de son siège à l'Assemblée pour crier « lâchez nos utérus ». Donc ce sont des femmes, ce sont des féministes qui refusent en fait qu'on fasse des politiques qui aideraient les femmes à avoir des enfants. Alors leur prétexte, c'est que une politique nataliste reviendrait à contraindre les femmes à avoir des enfants. Donc ça, il faut absolument sortir de cette idée. En réalité, dans le livre, je m'intéresse à un chiffre qui est très intéressant, c'est celui du désir d'enfant. Actuellement, notre fécondité est à 1,6 par femme, elle est tombée vraiment très très bas cette année, alors que le chiffre du désir d'enfant, qui a même été mentionné récemment par Emmanuel Macron, est de 2,4. Donc en moyenne, même s'il y a toute une part des femmes qui ne voudraient pas avoir d'enfants, en moyenne les femmes voudraient avoir bien plus d'enfants que ce qu'elles ont en réalité. Donc une politique familiale nous permettrait simplement de nous accomplir et d'avoir autant d'enfants qu'on le souhaiterait. En aucun cas elle ne forcerait les femmes à rentrer dans leur foyer pour assurer une fonction uniquement reproductrice. C'est ridicule. Qu'est-ce qui a changé dans notre pays qui a longtemps été considéré comme un champion un peu des naissances et qui aujourd'hui se trouve dans cette situation démographique compliquée? Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents jalons qui ont nuit peut-être à la natalité en France au cours de la dernière décennie? Alors, de toute façon, le problème d'origine, il est encore une fois chez Simone de Beauvoir dans son livre, dans la dernière partie, qui porte sur la question des femmes au travail. On a eu, à partir de ce moment-là, l'obsession de mettre les femmes au travail exactement comme des hommes. C'est là qu'est le problème. Évidemment que le fait d'avoir un salaire quand on est une femme et de ce fait d'être autonome financièrement, c'est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, on voit que systématiquement, sur la question de l'égalité salariale, les féministes reviennent avec acharnement sur ce thème en expliquant que les femmes gagnent moins que les hommes, etc. En réalité, c'est toujours biaisé parce que ça n'est pas comparé à temps de travail égal ni à poste égal. Donc derrière cela, on peut se poser la question, mais que veulent-elles? Est-ce qu'elles veulent qu'un homme qui fait plus d'heures qu'une femme soit payé moins qu'elle? Non, en fait, en réalité, ce qu'elles veulent, c'est supprimer la maternité. Parce que c'est la maternité qui fait qu'une femme ne peut pas être au travail comme un homme. Les femmes gagnent moins en moyenne parce qu'elles prennent davantage de congés parentaux, parce qu'elles prennent davantage de temps partiel surtout. C'est ça qui fait la différence. Et donc, si on veut une stricte égalité salariale, une indifférenciation totale homme-femme dans le monde du travail, il faut supprimer la maternité. Et là aussi, c'est très paradoxal parce que les féministes
on fait un retournement incroyable sur le plan idéologique, puisque en fait pendant de toute éternité le fait de ne pas travailler était un privilège. C'était le privilège de la noblesse. Au XIXe siècle, c'était le privilège des grandes bourgeoises. Et aujourd'hui, on fait vraiment du travail le seul mode d'accomplissement d'une femme. Alors même que tous les sondages montrent qu'il y a seulement 25 à 27% des Français qui se disent épanouis au travail et qui voudraient passer plus de temps dans leur famille. Donc c'est paradoxal en fait de vouloir mettre toujours davantage les femmes au travail, alors qu'en réalité elles aimeraient peut-être avoir des enfants, passer plus de temps avec eux, pouvoir s'en occuper. Mais ça, les féministes ne veulent pas s'en soucier. Elles ne veulent revendiquer rien de ce qui pourrait nous aider à nous accomplir à la fois familialement et au travail. Est-ce à dire, Eve Wagerland, que le féminisme est l'idiot utile du capitalisme? Est-ce que vous iriez jusque-là? Ah mais complètement. Oui, parce que en fait, alors ça, Patrick Buisson en parlait très bien dans son dernier livre Décadence. Il montrait comment le féminisme a tendu à faire des femmes des consommatrices en quête de bien-être, en les insérant dans le monde du travail, en faisant comme si le seul épanouissement possible était dans le travail salarié, c'est-à-dire en niant toutes les autres formes de travail possibles, en méprisant le travail accompli par la femme au foyer et le rôle social énorme qu'il a. Et ce consumérisme, en fait, pèse énormément sur les femmes et jusque dans le rapport à l'enfant maintenant, en fait, qui est devenu un rapport consommateur. L'enfant, lui aussi, devrait s'inscrire dans la quête du bien-être, et c'est ça qui cause le regret d'être mère, qui est le point de départ un peu de mon livre. Je m'interroge sur ce phénomène en fait qui se répand dans la presse féminine, à savoir de s'épancher sur son regret de la maternité. Je me demande comment c'est possible chez des femmes qui par ailleurs prétendent aimer leurs enfants. Et en fait, ma conclusion, c'est un peu que voilà, il faut vraiment avoir confondu l'enfant avec pratiquement un objet de consommation dans la quête du bien-être, pour se dire ensuite mais je ne suis pas satisfaite de l'objet que j'ai acquis, où est le service après-vente, je regrette, ça ne va pas. Oui, vous décrivez ce rapport un peu dual à la fois entre un enfant utilisé comme un faire-valoir de l'individu narcisse et en même temps le regret et le sentiment de frustration aussi que la maternité, le fait d'être parent, la parentalité de façon plus large engendre chez beaucoup de jeunes couples aujourd'hui. C'est ça, quand on a confondu l'enfant avec un instrument du bien-être, on s'attend à ce qu'il nous apporte des choses. Donc ça produit deux choses en même temps. Il y a cette culture narcissique de l'enfant qu'on veut considérer comme une réussite personnelle, on veut que l'enfant soit réussi. Et d'un autre côté, il y a le pendant qui est le regret, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait des différentes contraintes en fait qu'implique le fait d'avoir un enfant. Et pour le premier volet, en fait, ça implique une énorme pression en termes éducatifs. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée à cette question de l'éducation, parce que en fait, à partir du moment où on a planifié son enfant, où on a choisi et qu'on veut qu'il soit une réussite personnelle, il y a une très forte inquiétude qui naît de cela. Et les parents d'aujourd'hui, ça exerce une telle pression sur eux qu'ils vont avoir tendance à déléguer à ce que Christopher Lasch appelait des experts en fait, les thérapeutes, les psychologues, les orthophonistes. Ils vont avoir tendance à refuser d'assumer eux-mêmes l'autorité parentale, déléguer à des experts parce que on a une trop grande pression en fait au sujet de la réussite éducative de nos enfants. Oui, vous revenez par exemple sur les travaux de Caroline Goldman, qui a fait beaucoup l'actualité ces dernières semaines. Est-ce que, parce que vous apportez aussi une précision importante, c'est-à-dire que dans un pays qui ne fait plus d'enfants, il y a la tentation aussi de faire sous-traiter la natalité aux populations immigrées. C'est ce que je dis effectivement dans la troisième partie, c'est qu'on a délégué en fait à l'immigration la question de la natalité. Et ça n'est pas excessif de le dire puisque c'est assumé par nos élites. Chaque fois qu'ils constatent une baisse démographique, comme récemment cette année on a atteint le chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, on est passé en dessous de la barre des 700 000 naissances.
la plupart de nos élites progressistes et mondialistes en concluent qu'il faut plus d'immigration. C'était la conclusion de l'Institut Montaigne encore très récemment. Donc on voit bien qu'il s'agit de déléguer la maternité aux immigrés exactement comme on leur délègue les métiers peu qualifiés. Et ça en dit long aussi en fait sur notre mépris de la maternité, qui est considéré comme une basse besogne et un pur mode de reproduction numérique. Et ça en dit long aussi finalement sur le mépris des femmes immigrées, parce qu'elles sont cantonnées pour le coup dans une fonction reproductrice. Elles vivent, bien qu'en France, dans un schéma, alors là, totalement patriarcal, mais personne ne s'en soucie. C'est l'Occident qui est toujours pointé du doigt comme étant patriarcal. C'est un paradoxe énorme là aussi. Justement, Eva Garland, quelle politique de natalité pour la France? Et est-ce que cette situation d'immigration massive ne nous place pas aussi dans une sorte de piège? C'est-à-dire que si on relançait la natalité par une politique volontariste, peut-être que ce ne sont pas les Français qui feraient avant tout des enfants. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est sûr que notre politique familiale a été dévoyée, notamment sous François Hollande, lorsqu'il a supprimé l'universalité des allocations familiales. La politique familiale s'est transformée en politique sociale. Et de ce fait, elle encourage essentiellement la natalité des classes populaires qui aujourd'hui sont majoritairement immigrées. De plus, comme les femmes de ces familles-là, comme je le disais, vivent encore dans un schéma plutôt patriarcal où très majoritairement, pour celles qui sont d'origine extra-européenne, elles ne travaillent pas, elles peuvent faire de plus en plus d'enfants. Elles en font globalement le double des femmes françaises. Donc ce qu'il faut, c'est une politique familiale universelle dès le premier enfant qui permette d'encourager, d'aider, voilà, y compris des gens qui ont fait des études assez longues et pour qui c'est compliqué d'avoir le premier enfant alors qu'on s'insère à peine dans le monde du travail. Il y a tout un système global à revoir. Évidemment, il faut réfléchir à la question de notre hôpital, de nos maternités. Est-ce qu'elles peuvent continuer de soigner le monde entier? Il y a la question du droit du sol, bien évidemment, qui joue le rôle qui attire énormément les immigrés. Et par ailleurs, il y a tout un tas de choses à faire pour aider les femmes, que ce soit à travers les places en crèche. Et là, ça aidera réellement les femmes qui sont insérées dans le système français, qui travaillent, qui jouent le jeu en fait de la société moderne. Là aussi, il y a un grand paradoxe chez les féministes, c'est que alors qu'elles veulent que les femmes soient au travail, elles n'ont jamais milité pour qu'on facilite l'accès aux crèches. C'est un scandale énorme. Aujourd'hui, il y a quand même pratiquement... Ou même à l'hôpital pour accoucher, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous le rappelez dans votre ouvrage, les conditions d'accouchement qui deviennent de plus en plus difficiles pour les femmes. C'est ça, avec des maternités débordées, des femmes qui font parfois des expériences traumatisantes et qui peuvent se retrouver ensuite détournées de la maternité. Et donc, pour revenir à la question du travail, la condition première pour qu'une femme y retourne, c'est de trouver une place en crèche. Aujourd'hui, il y a 30% pratiquement des enfants qui n'ont pas de mode de garde, qui se trouvent... gardés par leurs parents, le plus souvent par leur mère, c'est un scandale. Sachant que là aussi, je l'explique dans le livre, à partir de données que j'ai trouvées, il y a une priorité donnée dans les crèches aux personnes qui ne travaillent pas. C'est paradoxal, hein, mais pour leur permettre de se réinsérer dans l'emploi, et aussi aux personnes immigrées pour que les enfants bénéficient d'un entourage francophone. Mais le résultat, c'est que la femme française qui travaille toute l'année, qui cotise, une fois son accouchement passé, lorsqu'elle veut retourner au travail, elle est la dernière priorité en matière de place en crèche. C'est complètement aberrant. Seriez-vous favorable, par exemple, à l'instauration d'un revenu parental pour permettre à l'un des deux parents, la maman ou le papa, de rester à la maison, de s'occuper des enfants? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une chimère? Alors, il y a encore quelques décennies, il y avait l'allocation de salaire unique, c'est-à-dire que quand un foyer n'avait qu'un seul salaire et que l'autre parent restait essentiellement pour s'occuper des enfants, il percevait une allocation assez importante, quasiment du niveau du SMIC. Je pense que revenir à ça serait très bien. Je préfère éviter de parler de salaire pour le travail de la femme au foyer, parce que ce qui est beau justement dans ce travail, c'est qu'il n'est pas salarié, c'est que c'est une autre forme de travail. En revanche, avoir une politique familiale qui aide les femmes qui font le choix d'élever leurs enfants, de passer du temps avec, encore une fois, tout ce que cela apporte
à la société, parce que des enfants qui ont des parents qui passent du temps pour s'en occuper sont des enfants qui ont les codes en société, qui réussissent mieux à l'école parce qu'on les accompagne dans leurs devoirs, etc. Et moi qui travaille dans le système éducatif, je sais bien à quel point on pâtit d'avoir des parents qui n'ont pas le temps parfois de s'occuper de cette manière de leurs enfants. Ma dernière question, Eva Guerland, vous l'avez dit, nous sommes actuellement en plein examen du projet de loi sur la fin de vie qui légalisera a priori le suicide assisté et l'euthanasie dans notre pays. Quelle est la cohérence d'ensemble de tous ces bouleversements éthiques, l'inscription de l'avortement dans la Constitution, la légalisation de l'euthanasie et le refus de faire des enfants? Alors je pense qu'on est sorti d'une médecine du soin pour arriver à une médecine qui est principalement l'exercice du droit et de la liberté des individus. Ça a commencé avec la légalisation de l'IVG. En fait, à partir de ce moment-là, on a donné à la médecine une tâche qui n'était plus celle de soigner, puisque en l'occurrence, il s'agit d'éliminer une vie en devenir. Et je pense que ça a été un bouleversement civilisationnel. À partir de là, on a eu ensuite les évolutions sociétales diverses qui aboutissent à une marchandisation du corps, que ce soit celui de la femme, que ce soit celui de l'enfant, à la production artificielle des enfants, qui sont devenus un droit pour les individus, quel que soit leur schéma familial, quelle que soit leur sexualité, ils doivent pouvoir se procurer un enfant, avec encore une fois une marchandisation totale. Là aussi, la médecine vient accomplir une tâche qui n'est plus du tout celle du soin, et l'euthanasie est un peu l'aboutissement de tout ce parcours, avec le médecin qui va commettre un acte qui est contraire au serment d'Hippocrate et à toute la vocation de la médecine. Brûler la vie, parler debout. Merci Eva Guerland d'être venue chez TV Liberté. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant que je vous invite à retrouver sur notre boutique en ligne. L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. C'est chez l'Artilleur. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager cette vidéo. À très bientôt sur TVL.